Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Focus, édition spéciale élection présidentielle française. On reçoit une personnalité ici qui fait de la politique depuis un bon bout de temps. Je pense qu'au bout de 7 heures, vous aurez l'occasion de pouvoir la découvrir, connaître un peu mieux. C'est un fils d'Afrique qui est venu et qui a réussi ici. Il ne veut pas qu'on en parle trop, mais je veux quand même donner quelques indices. Il vient d'Afrique de l'Ouest, plus spécialement et plus précisément de la Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Stéphane Totui. Il est candidat citoyen. Candidat citoyen, alors pour les personnes qui vont se demander, c'est qu'il n'appartient pas à un parti politique précis. Il est, comme il le dit, citoyen français, avec un programme. On va découvrir les grandes lignes, mais tout de suite déjà, une première rencontre avec monsieur Stéphane Totui. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder de votre temps pour nous permettre de vous découvrir un peu plus pour ceux qui ne vous connaissent pas, ou de plonger dans les grandes lignes de votre programme. S'il fallait parler un peu de vous, j'ai brossé très rapidement, que pourriez-vous dire ? Je pourrais rajouter, déjà merci d'être de cette invitation. Donc, je suis Stéphane Totui, marié, père de 2 enfants. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, mais je suis français avant tout, comme j'aime souvent le dire. Effectivement, je suis candidat citoyen parce que moi, je préfère dire que je suis aussi à la fois pour la laïcité politique, parce que la laïcité politique veut dire on met en avant plutôt le côté du caractère intellectuel, du caractère des compétences, des qualités des personnes, que du caractère idéologique. Et aujourd'hui, je ne veux pas me battre pour les idées, je veux me battre plutôt pour ce qu'on apporte pour la France. Oui, on va en parler de ce qu'on apporte pour la France, c'est surtout que vous apportez pour la France. Mais est-ce qu'on peut avoir très très rapidement votre parcours politique pour comprendre, bien sûr, on va y arriver, pourquoi vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, mais déjà, votre petit parcours. Mon petit parcours. Je ne sais pas si, quand je dis petit, ce n'est pas péjoratif, c'est vous savez, pour qu'on essaye d'encadrer un peu. Vous savez, vous les journalistes, quand vous n'arrivez pas à mettre souvent dans des carcans comme certains, on appelle petit. C'est pour ça qu'on nous appelle aussi petit candidat. Mais je vous pardonne. Donc effectivement, au niveau, je dirais d'abord professionnel, je suis ATC, assistant technique de commerce et des industries. C'est ce que communément on appelle les experts des chambres de commerce et les experts des territoires et de l'aménagement des territoires. Je suis chef d'entreprise avec une société de gardiennage et de sécurité, ainsi qu'un cabinet conseil en stratégie et en management. Ça, c'est le côté professionnel. Sur le côté politique, sachez que j'ai commencé un peu dans la jeunesse RPR. J'ai ensuite grandi avec l'UMP. Alors, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas du tout, le RPR, c'était un parti de droite créé jadis à l'époque par l'ancien président Jacques Chirac. Tout à fait. À l'époque où il était encore un opposant éternel. Un opposant, oui. Mais si vous voulez, c'est que quand je parle de cela, je préfère pas dire opposant parce qu'il a été un grand homme. Un homme d'État. La stature d'État de M. Jacques Chirac n'est plus approuvée. Ensuite, l'UMP, c'était un grand parti de droite toujours qui regroupait l'ensemble de, je vais encore dire un mot que vous n'aimez pas, de ces petits partis, voilà, pour faire un très très grand parti. C'était un aparté. Oui. Et donc, par rapport à cela, poussant la porte de l'UMP, je me suis impliqué dans tout ce qui est, on va dire, les différents strades de la politique d'un parti. Et à un moment, j'ai vu qu'on stigmatisait plus les personnes issues de l'immigration. Je voyais qu'on ne donnait pas l'opportunité à ces personnes de se présenter, d'être en avant. C'est toujours venir pour accompagner. D'où j'ai quitté, j'ai créé un mouvement qui s'appelle « Écrivons une nouvelle page pour la France » avec des amis. Et chemin faisant, j'ai poussé cela qui s'appelle maintenant Malakoff Citoyen, où je me suis présenté en 2014 à la municipale à Malakoff. Je suis arrivé, on va dire, 3e. Oui, il faut aussi. Je dois toujours préciser parce qu'on n'est pas suivi qu'en France. Malakoff, c'est une ville dans les Hauts-de-Seine, de la région parisienne. Voilà. Et donc, je suis arrivé 3e, donc je suis conseiller municipal là-bas d'opposition. Exercice que j'ai renouvelé en 2020, où je suis encore arrivé 3e, donc candidat aussi, toujours élu municipal. Et donc, là, aujourd'hui, je suis candidat pour les présidentielles, donc à la candidature pour la présidentielle. La candidature suprême. Tout à fait. Mais je pense que la question évidente qui me semble en tout cas d'à propos à ce moment, c'est pourquoi vous décidez de vous présenter à l'élection suprême française.
Effectivement, vous savez, cette question, je l'ai souvent, très souvent. Je suis candidat et je veux aller pour la candidature et être candidat à la présidentielle parce que tout simplement, après analyse de la sphère politique et de la sphère sociale, j'ai dit qu'il était temps. Ça fait plus de 10 ans que je réfléchis à ça. Je ne voulais pas me lancer, mais les faits de l'actualité m'ont donné raison de dire passe le cap. Pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai constaté qu'en France, on a commencé à diviser la population, à les monter les unes contre les autres, les riches contre les pauvres, les personnes issues de l'immigration contre les personnes dites autochtones. Tout cela m'a fait du mal de voir que ma France que je chéris, que j'aime, se divise et va dans les méandres et donne une mauvaise image à l'international. Et comme j'ai les enfants, je ne voulais plus être, on va dire, hypocrite, en disant non, les autres vont le faire, et moi je vais être spectateur, et je vais regarder. Je voulais être acteur, je voulais être là pour servir la France. Mais surtout, je voudrais donner un patrimoine à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, si je laisse des extrêmes gouverner cette France que j'aime bien, et qu'ils détruisent la France, qu'est-ce que seront mes enfants? Vont-ils mettre mes enfants à la porte? Vont-ils se détacher de certains Français? Et j'ai dit non. Il est temps, grand temps de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que je me suis engagé en disant, il faut que j'aille au présidentiel. Mais je n'ai pas fait le coup de tête comme ça. J'ai d'abord consulté mes amis, surtout mon épouse. On a nourri cela pendant des mois. Elle m'a dit, Stéphane, si tu le ressens, si cet appel est toujours là, vas-y. Et je l'ai fait. Et j'ai annoncé le 12 novembre mon appel, la visée comme je l'appelle, ma candidature. Et aujourd'hui, je suis en train de me battre pour pouvoir avoir les parrainages. On va en parler justement de ces difficultés que des candidats comme vous, j'enlève définitivement Petit, rencontrés. On va aussi parler, vous avez parlé d'extrêmes tout à l'heure. Les extrêmes, on va aborder parce que j'imagine que de leur point de vue, eux aussi, ils œuvrent pour, quelque part, prévoir un meilleur avenir ou préparer un meilleur avenir pour leur descendance. Vous avez dit les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bien sûr, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas à votre place et je ne les vis pas comme vous. Déjà, vous savez, il y a le président Hollande qui a mis en place un système. L'ancien président français, hein, tout à fait. Le dernier président de gauche d'ailleurs. Qui a mis un système en place. Ce système, c'était de donner les parrainages, mais tout élu qui donne le parrainage sera identifié sur le site du Conseil constitutionnel. Ce qui est un frein déjà à la démocratie. Parce que lorsqu'on choisit quelqu'un dans un processus démocratique, je dirais universel, c'est des scrutins normalement cachés, anonymes. Et là, déjà, avec cela, ça freine certains élus qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas donner des parrainages. On met aussi des parrainages, on dit 500 parrainages d'élus. Mais constatons que des partis dits traditionnels qui ont déjà fait des élections, qui ont déjà des élus, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de donner l'opportunité de la pluralité démocratique, ils préfèrent toujours donner à leurs candidats. Ce qui fait qu'on a des candidats qui ont atteint déjà le seuil symbolique des 500 parrainages, qui continuent à engranger encore des parrainages. Et je me permets de vous interrompre là parce qu'il y a aussi en ce moment un débat qui fait rage en France où certains se disent que pour la pluralité politique, pour une offre diversifiée, cette fois vous me permettez d'employer le mot diversité, ceux qui ont déjà eu des parrainages atteints voire le double, ils invitent leurs élus à pouvoir les transmettre à d'autres partis. Je vais citer ici juste le nom peut-être des deux. D'un côté Mélenchon, qui est donc la France insoumise, extrême gauche, et de l'autre côté, du côté extrême droite, Marine Le Pen, Rassemblement national, où on dit que ces deux-là, ces deux poids lourds de la politique française doivent absolument être à l'élection présidentielle, quelles que soient les idées. Mais pourquoi eux? Je vous cite ce qui fait l'objet je comprends, mais c'est pour dire, c'est pas que eux. Parce que ces derniers, ça fait longtemps qu'ils se présentent. Mélenchon, c'est la 3e fois. Marine Le Pen aussi. Donc aujourd'hui, pourquoi permettre que les anciens candidats qui sont là, ça fait plus de 40 ans qu'on vit ça? Pourquoi ne pas faire rêver encore des Français en mettant des nouvelles têtes, des nouvelles personnes? Peut-être parce qu'ils ont des partis qui sont sièges soit à l'Assemblée nationale, pour les deux dont on vient de citer. Comprenez une chose, c'est que quand un parti bien citoyen se présente, au fur et à mesure il construit. Quand on prend le président Macron, il n'avait pas de parti au début.
Il est bien arrivé, aujourd'hui il est un parti, La République en marche. Donc vous comprenez, il faudrait donner la pluralité démocratique. Et pour cela, il faudrait que les élus prennent leur courage. Parce que si aujourd'hui on a l'abstention, entre 48 voire 52% de taux d'abstention, on doit se poser la question. Souvent même on atteint même 70% d'abstention. C'est que la représentativité qu'on a en face ne correspond plus à la population. Aujourd'hui, la population veut être actrice. Donc par rapport à cela, elle demande à avoir des personnes qui les représentent. Qu'on soit 10, 20, 100, 50 candidats en face, donnons l'opportunité aux Français de choisir. Le meilleur qui arrivera en tête avance. C'est ça la démocratie. Mais c'est peut-être aussi une manière de sélectionner à peu près, peut-être... Mais pourquoi sélectionner ? Je ne sais pas. Je ne suis pas celui qui a établi les règles. Je suis d'accord, mais moi j'ai dit pourquoi sélectionner ? Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde parle de démocratie participative, parce que la majorité des candidats le disent. Au municipal, on l'a eu. Au régional, on les a eu. Au départemental, on a eu la même chose. Démocratie participative. Mais démocratie participative, ça veut dire écouter tous les citoyens. Donc aujourd'hui, pourquoi vouloir cliver ? Pourquoi vouloir retirer certains candidats ? Bon, j'ai dit non. Acceptons à ce que tous les candidats participent. Acceptons à ce que ceux qui ne partaient pas voter parce qu'ils disent on n'est pas représentés disent ah enfin on a des candidats qui sont là. Donc le principe d'égalité. En parlant donc de cette égalité républicaine, je voudrais qu'on essaye de mettre un pied au cœur de votre programme plus précisément. L'une de vos mesures phares, si je puis dire ainsi, parlant et ayant attrait ou rapport direct avec cette égalité républicaine, c'est l'indemnité des élus émanant des zones rurales. Tout à fait. Vous dites que ces personnes ont certaines difficultés, de toute façon je pense que vous le direz largement mieux que moi, et vous proposez de hausser un minima de leur indemnité à 1 500 €. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez développer ? Mais je vais développer ce point. Vous voyez, je ne peux pas comprendre que des élus de la République, on dit bien élus de la République, on dit des maires de la République, nous ne sommes pas traités au même pied d'égalité. Des maires de communes de moins de 1500 habitants ne peuvent même pas toucher une indemnité de plus de 1 500 € ou voire de 1 500 €. Peut-être la responsabilité n'est pas la même. Mais la responsabilité n'est pas la même. Ils sont là ils sont garants de l'État. Ils sont garants de la représentativité de l'État sur les territoires. Mais par rapport au poids du travail, la charge... Mais le poids du travail, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez comprendre que quand on part dans ces ruralités, on a des mairies qui sont la maison commune qui ouvrent 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ce qui est inadmissible pour la République. Je dois pouvoir arriver à... Pendant, on va dire, les jours ouvrables, je dois trouver une mairie tout le temps ouverte, prête à servir tous citoyens venant dans cette mairie. Je trouve inadmissible qu'elle soit fermée. Et c'est pour ça, pour permettre cela, je préfère donner une indemnité de 1 500 € à ces élus pour qu'ils puissent être là ou soit employer quelqu'un qui pourra être présent aux heures ouvrables pour pouvoir accueillir le grand public. Et là-dessus, cette indemnité ne sera pas indexée par rapport à la population. Ça serait une enveloppe spéciale indemnité des élus des collectivités de moins de 1 500 habitants. Ça, c'est déjà une égalité républicaine que je mets. On a 36 000 communes, hein, ça fait quand même un budget. Oui, ça fait 3 milliards. Vous l'avez déjà financé? Déjà financé. 3 milliards. Et qui existe. Parce que si vous voulez, on a au-delà des 3 milliards, on a ce qu'on appelle le fonds de solidarité des communes. Souvent qui ne vont même pas aux élus. C'est pour ça que j'ai des difficultés pour avoir des parrainages. Parce que certains élus se disent, si je te donne le parrainage, automatiquement, on va me retirer cette indemnité parce qu'on va dire je te soutiens. Et donc je suis de ton bord politique. Et ça, c'est inadmissible dans la République. On ne doit pas pouvoir tenir des élus de la République par rapport à des, on va dire, à des ressources, à des dons, à des subventions qu'ils doivent obtenir de la région, du département, de leur territoire, de la collectivité qu'ils ont. Non. Revenons à votre programme, parce que nous avons déjà parlé tout à l'heure des parrainages. Si je peux avoir... Bon, là, nous avons parlé des 1500, sauf si vous vouliez encore développer les raisons. Mais est-ce que je peux avoir d'autres points clés de votre programme qui vont peut-être nous permettre de comprendre pourquoi vous suivre, vous? D'accord. Donc, par rapport aussi à ce point d'égalité républicaine, je parle aussi des traitements. Des traitements par rapport aux quartiers, aux cités. On nous met des cités pour pouvoir parquer la population. Et quand on commence à dire oui, mais cette population est parquée, on dit non, elle n'est pas parquée, il y a une mixité sociale. Il n'y a pas de mixité sociale. Après, on est stigmatisé par ces quartiers en disant c'est là-bas que la grande délinquance, c'est là-bas que se trouvent les immigrés et tout ça. Il faudrait qu'on puisse régler. Et pour régler ça, il faudrait qu'on puisse
étendre ces politiques de la ville et revoir ces parts. Je dirais, désolé de dire, c'est comme du bétail, mais ce n'est pas du bétail, c'est des êtres humains. On doit pouvoir les traiter bien. Traiter ces jeunes, mettre l'école de la seconde chance pour que ces jeunes puissent encore avoir de l'espoir et revenir dans la société. Il faudrait être là et écouter ces jeunes. Quand il y a des élections, on parle à chaque fois des jeunes, quand c'est les élections municipales. Et quand c'est terminé, on ferme la porte à ces jeunes. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on parle de politique de ville. Beaucoup de choses ont été essayées, mais jusqu'à présent, c'est presque un échec. C'est un échec parce qu'on n'a pas écouté la population. On décide pour elle sans l'écouter. Et quand on met une démocratie participative, où ces jeunes peuvent participer, où tout le monde participe, dites-moi, si vous prenez part à quelque chose, est-ce que vous allez tourner le dos à ce que vous prenez part? Vous allez plutôt vous impliquer. Ce n'est pas à moi d'apporter réponse. Je sais, mais moi, je vous pose des questions. Vous êtes citoyen. Oui, donc, mais dans ce cas, voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Uniquement cette démocratie participative pour améliorer ou derrière vous avez d'autres chantiers? Il y a d'autres chantiers. C'est d'inviter déjà, je prends au niveau de la République, à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, tous ces jeunes vont pouvoir participer au service civique, apprendre la République, apprendre c'est quoi le mérite, aller découvrir tous les métiers qui existent dans la France et pouvoir participer aux actions. On va pouvoir aussi accompagner les parents pour qu'ils puissent donner une éducation encore plus ferme et dynamique aux enfants pour que ces derniers puissent comprendre. De 18 ans à 21 ans, je remettrai le service militaire pour que ces jeunes puissent avoir un emploi, puissent avoir un métier et surtout puissent connaître c'est quoi travailler et c'est quoi la solidarité. Je vous rappelle quand même que cette mesure, en tout cas le service militaire, a été abrogée par un parti où vous étiez déjà adhérent. Mais j'étais contre. Mais par rapport à la collectivité de ce parti, j'avais accepté à l'époque. Mais je m'ai toujours dit que j'étais contre parce que moi, étant enfant de militaire, je me vois mal dire que je ne vais pas respecter le service militaire. Donc par rapport à cela, il faudrait que ce service militaire soit mis. Mais dans le service militaire, il y aura un changement. Ce changement, qu'est-ce qu'il est? À 18 ans, normalement, l'enfant est censé avoir eu son bac. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a son bac, il aura des filières. Selon le cursus. Parce qu'il peut l'avoir 17 ans à 16 ans, il peut l'avoir 19 ans, voire 20 ans, voilà. Ça dépend. Mais comme je l'ai dit, c'est qu'à 18 ans, il a déjà une moyenne qui ont le bac. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe? S'ils doivent aller en grande école, des enseignants des grandes écoles seront présents. C'est-à-dire qu'on fera des partants par rapport au service militaire. Un temps scolaire, un temps d'entraînement militaire et un temps de réflexion citoyenne pour voir c'est quoi la République. Ce qui fait que tout ce qu'on va dire, la République sera vraiment le centre de récupérer ces enfants qui sont abandonnés par la société, qui sont stigmatisés. Et je ne veux plus une éducation qui se fait par des télé-réalités, mais une éducation qui se fait par la République. Et donc ça, c'est ça aussi le côté égalitaire pour la jeunesse. Mais tout ce qui est association, qui œuvrent à aider la jeunesse, je vais encore donner plus de moyens en les mettant dans on va dire, là, on a la station H pour on va dire, tout ce qui est technologie, tout ce qui est connaissance. Je vais créer la station C pour tout ce qui est citoyen, pour que toutes ces associations qui œuvrent dans le social, dans le côté citoyen, puissent se retrouver et puissent échanger. Parce que souvent, ils peuvent être en corrélation, mais ils ne discutent pas ensemble, ils ne se parlent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils existent. Oui, mais quand on écoute en ce moment les candidats à la magistrature suprême, que ce soit les très très grands noms ou les autres, c'est promesses, 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 promesses. On a plutôt envie de dire, mais est-ce que c'est pas de la démagogie? Parce que les comptes de la France en ce moment sont au rouge. Où trouver le financement de ce... donner. Vous savez, c'est une belle question, une belle réflexion. Parce que les promesses, à qui croit? Moi, je ne fais pas de promesses. Je prends des engagements. Parce qu'un engagement, c'est les deux parties qui tombent d'accord. Moi, je prends l'engagement avec les citoyens français en disant, nous allons appliquer cela avec vous, mais ce n'est pas contre vous. Avec vous et pour nous tous. Donc, par rapport à cela, les financements existent. Comprenez, là, il y a un candidat qui a stigmatisé les personnes en situation de handicap. Il y a un candidat qui a stigmatisé les personnes souffrantes, les personnes qui doivent se faire soigner. Il a stigmatisé la population issue de l'immigration en disant c'est eux qui utilisent tout ce qui, on va dire, a trait au côté médical. Dire le nom, hein, c'est Éric Zemmour. Hein, donc... Je ne voulais pas trop dire ce nom, mais comme vous le dites, je vais le dire maintenant, M. Éric Zemmour.
Mais on a 10 milliards qui sont restés là sans utilisation dans la caisse sociale de l'État. 10 milliards qui devaient servir à aider les personnes en situation de handicap. Les familles qui les accompagnent. Ces 10 milliards sont là. Pourtant, il y a de l'argent. Mais cet argent souvent est utilisé pour faire quoi? Faire des choses qui n'ont pas attrait à aider les citoyens et à développer la République. Vous comprenez? Je pense quand j'ai mis dans le programme que je veux faire tous les transports urbains et périurbains gratuits pour tous les citoyens sur tous les territoires, on m'a dit mais comment tu vas financer? 60%, 50 à 60% est déjà financé par l'État. 20 à 40% est souvent financé par la région. Souvent 10 ou 20% est financé par le département ou la collectivité. Excusez quand même ma naïveté, parce que si vous dites 50% est financé par l'État, vous parlez de 20 à 30 financés par la région. J'ai envie de dire... c'est l'État totalement. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Mais alors, qu'est-ce que vous amenez comme valeur ajoutée dans ce cas? C'est là-dessus que je dis, c'est que ce qui est financé par le département, souvent, est divisé. Le département ou bien la région dit non, j'ai d'autres projets à financer, et donc il reste 20% qui restent, et ces 20%, on dit, bon, c'est les abonnements, les tickets de transport qu'on prend, c'est les abonnements de passe Navigo, passe de transport, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi les entreprises qui compensent le titre de transport de leurs salariés. Et moi je dis non, plus ça. Il y a des espaces publicitaires, nous allons vendre la publicité, qui va permettre de financer ça. L'État va prendre à hauteur de 80%. Ces espaces sont déjà utilisés aujourd'hui? Non. C'était octroyé à un groupe qui l'utilise pour son compte. Vous voulez que je le cite? Ben allez-y, je vous en prie. JCDECO. C'est lui qui exploite ça. Mais il reverse une redevance qu'il reverse. Mais moi, je préfère que ce soit l'État qui s'occupe de ça. Qui gère tout l'État? Puisque, non pas tout l'État, c'est que tout ce qui est publicitaire, qui est sur les, on va dire, les panneaux de transport, qui est dans le domaine public des transports, appartient à l'État. Donc je ne vais pas octroyer une entreprise pour le faire. Je vais plutôt dire à l'État, tu le gères. Et c'est toi qui reverses la redevance à cette société. Mais elle a eu selon un appel d'offres, donc il y a une loi bien précise qui régit ce genre d'activité. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, si je veux faire des transports gratuits pour la population, à moins de reprendre la main. C'est ça le problème. C'est qu'on a tellement donné aux entreprises, on a tellement délocalisé autres, qu'on oublie qu'on travaille pour les Français, on travaille pour les citoyens. Et moi, je veux revenir à ce qu'on travaille pour les citoyens. Mais là, ça peut surprendre, parce que vous venez d'une famille de droite qui, d'ordinaire, prône l'entrepreneuriat, et là, vous êtes en train de parler d'une mesure qu'on pourrait qualifier de gauche. Non, c'est pour ça que je vous ai dit la gestion étatique de tout. C'est pour ça que je vous ai dit bien que je prône plutôt le côté de la laïcité politique. Parce que je prends pour éviter une étiquette. Voilà, je prends ce qui vient de droite qui est bon, ce qui vient de gauche qui est bon, et j'offre ça à la population. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans une étiquette politique, on ne veut pas prendre des idées qui sont bonnes. On dit non, il faut qu'on reste cloisonné sur notre idée. Sauf qu'on travaille pour la France. Le premier parti en France, c'est la République. Ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche. C'est la République. D'ordinaire, on dit les abstentionnistes. Voilà. Revenons un peu à vous. Allez, vous allez peut-être vous fâcher, comme au début de l'interview, j'ai dit petit en associant. J'ai quand même envie de revenir sur cette expression, parce qu'on voit même les représentants de grands partis, je vais citer par exemple l'actuelle maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, qui plafonne selon les sondages à 3,5% et qui se retrouve prisonnière quelque part, parce que si ça se confirme, c'est 3,5% lors de l'élection, c'est une immense catastrophe pour un parti qui a été un parti de gouvernement, comme l'OPS, le Parti Socialiste. Tout à fait. Et si elle abandonne, ça reste toujours une catastrophe. Parce que c'est la candidate officielle. Il y a eu un processus interne qui l'a désignée. Mais elle existe quand même. On la voit sur les panneaux de sondage, même si elle est en bas de l'échelle. Mais vous, par exemple, on ne voit pas. Oui, mais il y a d'autres candidats. Là, vous êtes en train de parler d'Anne Hidalgo. C'était un exemple. Oui, c'est un exemple, je sais. Voilà. Mais je dis qu'il y a Taubira, il y a Jadot, il y a plein. Qui apparaissent. Il y a Fabien. Qui apparaissent. Oui, qui apparaissent. Mais je voudrais juste rappeler. Mais on ne voit pas, donc j'essaye. Oui, est-ce que ce n'est pas une démarche perdue d'avance pour vous? Et pourquoi se lancer dans cette, permettez l'expression, gâteau? Vous savez,
je préfère claquer comme ça les mains pour vous dire bravo. Mais une chose, les Français, ça fait 40 ans qu'ils ne rêvent plus. Ça fait 40 ans qu'ils n'ont plus de choix. Ils ont toujours le même choix. Ça fait 40 ans qu'on leur vend la torpeur, la peur de l'immigration, la peur de tout ce qui y est, je dirais, non résolu, pour pouvoir dire oui, voilà, nous avançons, et donc votez pour nous. Ça fait 40 ans que les mêmes qui sont devant sont toujours aux manettes, ça se change simplement le fauteuil. Non, les Français n'ont plus cela. Et vous avez parlé de l'abstention. Pourquoi l'abstention? Parce qu'ils ne retrouvent plus. Aujourd'hui, le Parti socialiste ne se retrouve pas. Parce que tout simplement, ils disent, ce qu'on prend, ce qu'on veut défendre dans notre philosophie sociale, on ne le trouve plus. Donc on ne va plus voter, on ne bouge plus. Ensuite, ceux qui sont de l'extrême gauche disent, ok, on va y aller. Vous comprenez? Comment vous pouvez comprendre qu'il y a près de 7 candidats, voire 8 candidats de gauche? Ils n'arrivent pas à se rassembler. Ils sont divisés. Ah, mais moi, je vais une autre explication, peut-être. Il y a 3 candidats. Et que vous la connaissez très très bien, cette explication-là. Ne soyons pas démagogues non plus. Oui. En fait, il y a un système de financement des partis politiques en France. Et donc, ce système veut que il y ait chaque parti qui a besoin d'obtenir pendant 5 ans, chaque année, l'argent public à avoir un candidat. Et il y a un certain seuil. C'est plutôt aux législatives. À la présidentielle, c'est pas obligatoire. C'est aux législatives. C'est une continuité. Pour mieux négocier les circonscriptions, plus tard, vaut mieux avoir quand même un candidat. Si on ne l'a pas, c'est difficile de s'imposer pour avoir... Tout à fait. Mais là, vous voyez donc c'est stratégique. Tout à fait. Vous voyez que c'est stratégique, c'est plutôt des calculs politiciens. Et là-dedans, on ne pense plus aux citoyens. Moi, c'est de ramener vers le citoyen. Moi, c'est de penser aux citoyens. Comme je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement... Vous êtes un chat, vous, vous tombez sur vos pattes. Pour moi, c'est le citoyen que j'ai besoin. Et donc, tous ces tourbouillons, je dirais tous ces amalgames, tout qui est fait, c'est pas pour arranger les citoyens. Les citoyens ne se retrouvent plus. Donc, ils n'ont plus confiance. Quand vous prenez au centre, on nous dit oui, au centre, on a Macron, oui. Après, au centre droit, oui, on a Valérie Pécresse, on a d'autres candidats. À l'extrême droite, on a quoi? On a 5 candidats. Dans les 5 candidats, il n'y a que 2 qu'on met en avant dans les médias. Maintenant, quand vous me parlez des sondages, je voudrais dire à vos téléspectateurs, sachez une chose, les sondages ne sont pas publics. Les sondages ne sont pas gérés par des organismes, on va dire, libres et non partisans. Parce que c'est payant. Donc si un candidat paye, il va figurer dans les sondages, dans sa communication. Quand des médias auront choisi un candidat, il va apparaître dans les sondages. Mais posez la question à tous les Français. Vous posez la question à tous les Français sur leur choix. Ce sont les urnes. Donc permettez à ce que tous les candidats participent. Et là, on aura le vrai sondage. C'est le retour des urnes. Mais quelque part, ce sondage œuvre à installer un candidat, ne serait-ce que par sa stature. Je vais y arriver. Non, voilà. c'est plutôt, on essaie de cloisonner, de conditionner l'esprit des citoyens. Si moi aujourd'hui je prends tous les citoyens, je vous dis, oui, moi Stéphane Totu, je suis le président, moi Stéphane Totu, je suis le président, et tous les médias le relaient, naturellement vous allez dire oui, puisqu'il est président, allons on vote pour lui. C'est ça, la République? Non. La République, elle est une et indivisible. Laissons le choix aux citoyens, c'est ça la démocratie. Et cette démocratie, arrêtons de laisser des lobbies pouvoir guider la population. Choisissons le vrai candidat. C'est ça moi je veux. Alors choisissons le vrai candidat, c'est ce qu'il veut. Il est là pour défendre sa propre candidature. Je vous rappelle qu'il est donc candidat à l'élection suprême en France. Allez, il reste plus que 2 mois. Certains se sont déjà déclarés, d'autres peinent, même s'il y a un faux suspense, notamment pour l'actuel chef d'État. Tout le monde s'attend à ce qu'il se présente. Mais en attendant d'avoir un panel de tous les candidats, cet éventail, il y a une thématique qui émerge. Parmi les autres, c'est le grand remplacement. Comprenez par là. Mais oui, si on parle de grand remplacement, je pense que vous faites vraiment partie de ceux qui doivent hérisser le poil de la bête de personnes qui ont peur de ce grand mot. Parce qu'à vous voir, vous êtes complètement l'incarnation. Monsieur le grand remplacement. Voilà. Donc ça vous montre contre qui M. Zemmour et Mme Marine Le Pen se battent. Peut-être expliquer aux téléspectateurs je vais expliquer ce que c'est, ce grand remplacement. Il y a des candidats, pour pouvoir être populaires, ont mis en place un système philosophique en disant
des personnes issues de l'immigration qui sont françaises maintenant, des enfants qui sont nés français dont les parents sont issus de l'immigration, qui ont une autre confession religieuse ou qui ont, venant d'autres continents, viennent pour remplacer des autochtones, des Français qui disent typiques Français blancs. Et donc par rapport à cela, ils n'ont pas le droit caucasien. C'est pour ça que moi j'aime utiliser ce mot caucasien. Mais comme vous dites qu'on parle à plusieurs personnes, donc j'essaie d'adapter. Et donc par rapport à cela, on fait le grand remplacement. Mais ce grand remplacement, c'est pourquoi si on est français, on a le droit aussi de se présenter. Pourquoi dans la Constitution marque pas, pour être président de la République, il faut avoir 18 ans révolus, il faut être de bonne moralité, avoir tous ses droits civiques et être blanc ou caucasien. Et je peux faire. Ils l'ont pas mis. Donc, ce qui veut dire, tout citoyen a le droit de se présenter. On n'a pas mis aussi, il faut être de confession chrétienne, catholique. Ils n'ont rien mis. Parce que l'État est dans la laïcité. Je dirais cette laïcité qui veut dire, l'État ne s'occupe pas de votre confession. Elle s'occupe juste de votre bien-être. Alors, pourquoi vouloir stigmatiser une population? Et moi, je suis cette personne. Monsieur Zemmour demande à ce que je change de patronyme, que tous ceux qui sont issus de l'immigration changent de patronyme, qui s'appellent avec des noms français. Je m'appelle Ange Stéphane. Ah, c'est totalement français, ça, hein? Ou bien il faut que je change ça encore. Parce que lui, il s'appelle Éric Zemmour. Bah oui. Marine Le Pen, oui. Mais ils ont peur de quoi si c'est le grand remplacement? Ils ont peur d'avoir un citoyen comme eux, qui est peut-être d'une autre couleur. Je rappelle à chaque fois, je n'ai pas choisi ma couleur de peau. Je n'ai pas choisi le lieu de naissance. Et je ne suis pas leur organe de communication non plus. Non, je sais. Donc je vous laisse vous exprimer sans interrompre. Tout à fait. C'est pour dire que tous ces choix venant du naturel, je ne les ai pas choisis. Mais il y a une chose que je peux choisir. Où je vais vivre, comment je vais vivre, avec qui je vais vivre, et pourquoi je vais vivre, et qu'est-ce que je veux défendre pour transmettre en patrimoine. Et pour cela, ils me verront sur la route. Je n'ai pas peur d'assumer ce rôle. Je n'ai pas peur de m'engager. Parce qu'on a trop fait, je dirais, les morts. On a trop suivi en disant, la politique c'est pour les autres, c'est pas pour nous. On regarde de loin. Non, la politique c'est pour nous tous. Parce que la politique c'est la gestion du quotidien du citoyen. Donc si je veux gérer mon quotidien, je gère aussi le quotidien de la nation. Parce que ma liberté est aussi la liberté de mon voisin. Alors, je vous pose une petite dernière question sur la politique française. Après, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la politique africaine. Vous avez l'ambition d'incarner la tête de l'État français. Et donc, vous savez très bien, en ce moment, tout ce qui se passe en Afrique, avec le rejet dans certains pays, l'implication, la France-Afrique, le franc CFA, etc., etc. On va aborder aussi ce sujet, mais finissons avec les partis. On a parlé du grand remplacement. Quitte de votre avis aujourd'hui de ce clivage gauche-droite, et ensuite on va sur la politique africaine, la France. Mais sachez une chose aujourd'hui, est-ce que la population est de gauche ou de droite? Si la gauche gagne, va-t-elle mettre les personnes de droite à la porte? Oui, mais ça, c'est depuis Baye, ça ne date pas d'hier. Je suis d'accord, mais c'est une philosophie. Déjà à l'époque du général de Gaulle, on parlait de ce clivage. Non, de Gaulle n'était pas dans ce clivage. Je tiens à rappeler. Il n'a jamais été de gauche. Donc, il n'a jamais été de droite. Non, il a eu jadis des opposants. Il n'a jamais dit qu'il était de gauche, il n'a jamais dit qu'il était de droite. Il a dit simplement qu'il est républicain. Et il l'a affirmé. C'est pour ça, dans son gouvernement, on avait des gens de gauche et de droite. On avait celui qui était considéré à l'époque comme, je dirais, quelqu'un qui était proche à la fois de la gauche et de la droite, M. Mitterrand, qui était son ministre. Et qui a été jadis candidat de gauche et même opposant jadis au général de Gaulle. Donc il y avait ce clivage déjà qui existait. Oui, mais il y avait ce clivage, c'est pour dire que lui, il rassemblait dans son gouvernement. Parce qu'il disait, on sert d'abord la République. Et ça, c'est mon credo. Parce que je dis, quand il y a une campagne, on peut aborder, si vous voulez, tout ce qui est pensée philosophique pour pouvoir débattre et tout. Mais lorsqu'on gagne, on devient républicain. La République avant tout. Et moi, c'est ça. Donc, par rapport à cela, le clivage gauche-droite, comme je l'ai dit, moi, je mets en place la laïcité politique. Je vais être au-dessus, pas au-dessus, mais rassembler ces citoyens. Qu'on soit de gauche, du centre, de droite. Est-ce qu'on a des compétences? Est-ce qu'on est réaliste pour pouvoir défendre la France? Pour que la France revienne dans le club des nations, où elle est respectée et respectable, où elle peut donner encore des consignes ou des leçons au monde entier, oui. En parlant donc de respectabilité de la France, consignes, leçons, vous me donnez cette transition tout à fait naturelle avec le G7, G5.
Sahel. On sait que la France a porté à bras le corps pour entraîner ses partenaires de la communauté internationale, beaucoup de pays européens. On parle un peu plus du Danemark ou de l'Allemagne aujourd'hui parce qu'ils sont aussi en première ligne avec la France. Mais on voit ce rejet au Sahel avec tous les problèmes. On peut aussi même parler et peut-être faire l'entonnoir sur le Mali avec actuellement le pouvoir, les dirigeants de la transition, mais qui rejettent cette France. Mais c'est quand même une forme d'humiliation pour cette belle et douce France que vous défendez tant. Vous savez, la France est un grand pays. C'est le pays des Lumières. C'était le pays de la diplomatie. Mais elle perd ses dettes de noblesse par rapport au côté de la diplomatie où elle pêche. La France était dans la coopération internationale. Elle aidait ses armées africaines à se former et à grandir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La France préfère aller combattre à leur place. Si je fais le parallèle avec l'Europe, pourquoi aujourd'hui tout le monde entier commence à fuir l'Ukraine et dit que non, Poutine va attaquer l'Ukraine? Mais qu'ils aillent aussi se mettre en Ukraine pour défendre l'Ukraine comme ils veulent le faire en Afrique. Respectons les États. Elles sont libres. Elles sont autonomes. Elles sont démocrates républicaines. Faisons la réciprocité. Parce que je ne vois aucun État africain venir défendre les terroristes ici en France. Si vous voulez dire ça, moi je vois beaucoup de pays africains qui sont venus lors des deux guerres, les deux dernières grandes guerres mondiales. Oui, mais et qui ont toujours été là. Vous dites la guerre mondiale. Et aujourd'hui, donc ça inclut tout le monde. Donc il fallait choisir un camp. Et aujourd'hui, la guerre peut-être porte un autre nom. Ce n'est pas forcément la guerre avec des armes, mais ça peut être la guerre économique. La France se repose sur bien de choses sur ses anciennes colonies. Oui, mais pourquoi elle ne met pas un accord de partenariat, de collaboration avec... Je ne sais pas, c'est vous le candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça, dans mon programme, c'est ce que je mets. La reconnaissance de l'autonomie de chaque pays, le respect de chaque pays. Si aujourd'hui je suis président de la République, je vais plutôt proposer au Mali: voici les militaires que nous avons. On peut avoir des accords internationaux avec l'Union africaine et l'Union européenne pour dire oui, on met une armée européenne pour vous défendre. Mais ce Mali rejette ces accords internationaux. Non, c'est pour dire, je mets cela. Pour aujourd'hui signer avec un groupe avec un groupe paramilitaire. C'est pas milice. C'est pas milice, c'est des paramilitaires. Donc, comme tout pays, on a des sociétés de sécurité paramilitaires. Je ne fais que citer et reprendre les propos d'un ministre, le chef de la diplomatie française. Oui, mais comme l'a dit même le président Poutine, l'a dit, ce n'est pas l'armée russe. Il y a des formateurs russes qui sont là-bas. Et il y a d'autres personnes qui peuvent aller faire aussi leur devoir. Donc voilà. Mais le Mali est indépendante. Elle choisit qui elle veut sur son territoire. Comme nous choisissons qui nous voulons sur notre territoire. Non, mais il y a une histoire quand même, une histoire ancestrale entre la France et le Mali. Oui. Il n'y a qu'à voir, nous sommes en ce moment en région Île-de-France et non loin d'ici, la ville de Montreuil. On a toujours tendance à dire que Bamako... oui, mais c'est pas là-bas au Montreuil et tout cela que Zemmour veut chasser de la France. Non, c'est un exemple. Nous sommes en train de parler de la politique française en Afrique, c'est pour pas ça de Zemmour. Mais si vous voulez, on reviendra sur Zemmour un peu plus tard. C'est pour vous dire que vous voyez que certains politiques choisissent quand ça les arrange. Mais quand il faut parler de la coopération internationale, on ne les voit plus. Parce que tout simplement, la France veut aller sur des territoires qui sont des républiques des pays. On n'est pas en dictature, on n'est pas en colonie. Pour dire oui, je veux encore coloniser ces territoires. Certains disent que l'intérêt est autre, que c'est beaucoup plus par rapport aux matières premières. Ça peut être aux matières premières. Donc par rapport aux matières premières, on met en place, on va dire, un marché commun pour pouvoir vendre et acheter ces marchandises. Pour que si on achète ces marchandises au juste prix, si on est là et qu'on ne gère pas dans la politique de ces pays en Afrique, nous n'aurons pas assez d'immigration ici. On va stopper ces vagues d'immigration. C'est parce que ces pays n'ont plus de quoi vivre, plus de quoi se réaliser dans leur pays, qu'ils viennent ici, c'est une immigration économique. Alors on vient de dire que certains parlent donc de l'exploitation des matières premières, mais il y a d'autres qui parlent aussi de la politique politicienne française. Parce qu'on constate par exemple en ce moment que depuis que la France est mise à mal, notamment au Mali, les militaires qui sont sur place
étrangement, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais ils ont des résultats. Tout à fait, les 40 djihadistes il y a 2 jours, oui, voilà. Au moment où nous mettons cette émission en boîte, il y a 2 jours, la France a éliminé, on ne peut pas faire la fiesta parce qu'il y a, si vous me permettez l'expression légère, parce qu'il y a des personnes qui meurent, mais il s'agit quand même des terroristes, selon la définition de la communauté internationale, qui ont été neutralisés, 40 d'entre eux. Mais on voit que la France a de plus en plus des résultats depuis qu'il y a cette concurrence russe sur le terrain. Mais juste une question, ça fait combien de temps la France est présente là-bas? Ah, mais moi, je peux vous retourner aussi la question. Si je me base sur les chiffres, qui ne sont pas mes chiffres, mais les chiffres officiels, d'un côté, il y a 3000 djihadistes, de l'autre côté, il y a eu jusqu'à 25 000 Français, 25 000 hommes des troupes françaises, majoritairement au sol, bien sûr avec la maîtrise aérienne, mais ils n'ont pas réussi à éradiquer les 3000 personnes dans cette zone. On peut aussi se poser cette question. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je pose la question. Ça fait très longtemps que la France est présente là-bas, avec d'autres forces. Ça fait combien de temps que les djihadistes continuent à agir? Ils devaient pouvoir les enlever, les exterminer. Regardez là ce qui s'est passé. Ça voudrait dire que vous abondez dans le sens malien. J'abonde dans le sens malien. D'engager peut-être des soldats russes. Donc vous jouez contre la France. Non, moi je ne joue pas contre la France. Je n'ai pas dit. Si aujourd'hui les Maliens appellent les Russes, vous vous souvenez bien, le Premier ministre de cette transition allait à l'ONU, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il ne s'est pas montré tendre. Hein. Il a demandé à ce que la France reste. Pourquoi la France les abandonne? Donc eux, ils appellent la France à les aider. La France les tourne le dos. Et aujourd'hui, la France dit pourquoi ils veulent les chasser. Mais diplomatiquement, il fallait discuter. Parce que c'est la même chose. Moi, je ne cautionne pas les coups d'État. Je suis contre les coups d'État. Mais si la population demande un changement, on doit écouter cette population. Parce qu'on ne fait pas dans un pays ce qu'on veut, et dans l'autre pays, on change de politique. Je prends l'exemple. Au Tchad, on a une institution qui dit quand le président de la République décède, automatiquement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir et il organise les élections qui suivent. Sauf qu'au Tchad, c'est le fils du président défunt qui reprend le pouvoir au détriment des institutions. Alors comment expliquez-vous la présence du président Macron? Ben c'est ça qui nous explique. Et derrière, le Mali fait le coup d'État, on attaque le Mali, non, pourquoi les Maliens le font? Pourquoi ils sont présents, il y a des institutions? Ah, c'est bizarre. La même chose qu'au Burkina. Mais en Guinée, on n'en parle pas. Ah non. Moi, je suis là pour l'égalité, pour la coopération. Je ne veux pas m'ingérer dans les pays, mais je voudrais simplement protéger mes citoyens français. Mais si on joue sur ce territoire, comme si on jouait, on va dire, aux échecs, je suis désolé, on va pousser la population africaine, une catégorie de la population africaine, à haïr les Français et à haïr la France. Mais pas simplement haïr, puisque vous le dites vous-même, il y a l'ingérence française à géométrie variable dans ces pays. Mais quelque part, la France doit aussi s'attendre à un retour de bâton émanant de ces pays. C'est pour ça que je veux simplement qu'on revienne dans la vraie diplomatie. Notre pays est un pays de diplomates. Utilisons cette diplomatie. Utilisons ceux qui doivent travailler et savoir mettre en place des vrais accords de coopération. Arrêtons d'être toujours là pour jouer les maîtres. On n'est pas les maîtres. On doit travailler main dans la main avec tous les autres homologues pour savoir comment nous devons avancer. Aucune allégeance ne doit être faite à la France, parce que la France est un grand pays. C'est pour tout cela, pour éviter qu'il y ait des amalgames, qu'il y ait, on va dire, des tricheries et autres. J'ai proposé de renforcer la francophonie. Cette institution ne fonctionne que dans le côté culturel ou sportif. On peut parler de la francophonie un peu plus tard, je comprends, je vais y revenir, je vous le promets. Mais puisque vous étiez en train de parler donc de la puissance française, notamment vis-à-vis de ces anciennes colonies, un petit mot peut-être du franc CFA? Vous savez, je viens de dire que les pays sont autonomes. C'est aux Africains de se prendre en charge, de gérer leur propre monnaie. Parce que toute monnaie dans le monde est indexée sur quoi? Sur l'or, le cours de l'or. Si c'était si évident, il y a longtemps que ça serait fait. On indexe même la mort, on impute à certains proches de la France la mort de certains chefs d'État qui voulaient la mort de cette franc CFA. Je sais, je parle beaucoup de mort, peut-être, oui, c'est un lapsus vous savez, révélateur. Je ne rentre pas dans certaines situations qui sont, oui, on lui dit des preuves, s'il y avait des preuves. Je n'en ai pas.
Voilà. Je ne m'avancerai pas. Tout à fait. Donc je préfère opter pour le conditionnel. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'évite de pouvoir entrer dans... On a dit, oui, on a entendu que certains disent, pas vous, certains disent. Moi je préfère dans le concret. Dans le concret, c'est que le cours des monnaies est jugé par la disons par la bourse des valeurs, ainsi que le cours de l'or. L'Afrique regorge de l'or. Donc, qu'elle se gère. Nous, on va travailler en coopération. Je ne vais plus venir dire, oui, tu dois faire telle monnaie parce que non. Chacun crée sa monnaie. Chacun se débrouille. Et il y a des institutions internationales pour pouvoir aider chaque pays à se prendre en charge. Vous l'avez dit tout à l'heure quand même, il y a pas mal d'ingérences françaises, et donc ce n'est pas si aisé de pouvoir se gérer soi-même lorsqu'il y a ces ingérences. Mais revenons en France. Peut-être aurons-nous le temps de revenir tout à l'heure sur l'Afrique, notamment avec le problème des étudiants. Vous savez, il y a eu des lois qui sont passées qui font que les étudiants étrangers, et essentiellement africains, puisque c'est majoritairement eux qui choisissent de venir faire des études en France, ils sont freinés par un coût exorbitant de frais, une forme de sélection naturelle. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour essayer d'apaiser un peu leur souffrance? Vous savez, la continuité de l'État se fait par les institutions. Les lois se poursuivent et se gèrent par des députés et des sénateurs. Mais toutes ces lois peuvent être amendées ou simplement abrogées. Moi, dans mon programme, je dis bien dans mon programme citoyen, c'est de favoriser la coopération, de favoriser le libre-échange. Donc, par rapport à cela, je peux rassurer ces étudiants africains et du reste du monde qui pourront venir en France poursuivre leurs études dans la coopération internationale s'ils remplissent les conditions d'immigration. Je ne vais pas permettre à ouvrir les vannes pour dire oui, tout le monde venez, mais je mettrai des conditions. Parce que plus on transmet cette connaissance, plus la coopération que je veux mettre en place pourra mieux fonctionner. Vous ne ferez pas copain-copain avec un certain Zemmour ou une certaine Marine Le Pen. Et quand on peut parler aussi de ces immigrants qui sont ici, qui sont déjà là, ils ont des situations, ils sont bien intégrés, mais pourtant ils sont toujours stigmatisés. On le voit encore plus lors de cette campagne. On dirait que essentiellement tous les mots de la France sont... Voilà. C'est honteux. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Mais pour revenir à votre question, à votre analyse, disons pas analyse, mais ce que vous venez de dire, je tiens à rappeler aux téléspectateurs qu'en France, une grosse majorité de ceux qu'on stigmatise, c'est eux à 4 h du matin qui sont dehors, qui vont travailler, embellir les rues, embellir les bureaux, embellir tout ce qui permet de pouvoir dire la France est belle. Mais les détraqueurs vont balayer cet argument d'un revers de main. Oui, mais j'en viens. Ceux qui font les stockages, qui travaillent dur, c'est encore les mêmes personnes. On encourage les clichés, dont la stigmatisation. Tout à fait. En mettant cela en avant. Non, mais vous allez comprendre, quand j'en viens, c'est qu'au fur et à mesure, je vais vous montrer la cupidité de certains candidats, l'hypocrisie de ces candidats. Quand il faut faire le sale boulot, c'est encore ces mêmes personnes. Donc, imaginons, si toutes ces personnes arrêtaient de travailler pendant une semaine, l'économie française va couler. Et moi, je ne veux pas faire couler l'économie française. C'est pour ça, dans mon programme, je dis bien à cette population, arrêtez d'attendre, arrêtez de regarder et de dire, ils décideront pour nous, on attend. Demandez à vos enfants et vous-même de vous impliquer dans la politique. Commencez déjà au niveau local. C'est pour ça que dans mon programme, je dis, au niveau local, je ferai voter les étrangers résidents, comme une carte de résident, pour choisir leur maire. Les conseillers municipaux. Tout à fait. Et là-dessus, ça permettra à chacun de pouvoir décider de la réalité qu'ils vivent. Parce qu'ils ont une certaine réalité qu'ils vivent. Mais lorsque des politiques qui n'ont jamais travaillé, qui ne sont jamais sur le terrain,
sont là pour stigmatiser cette population. Je dis non. Mais on pourrait aussi dire que quelque part, c'est un dogme fallacieux que de dire qu'on laisse les populations émigrer, choisir le magistrat local, sachant que ce magistrat a l'influence pour choisir le sénateur. Oui. Et quelque part, ce sénateur a lui-même de l'influence Oui. pour faire modifier les lois. Oui. Donc, ceux qui luttent contre ce modèle que vous défendez vont dire que ben non, en fait, vous voulez contourner le système pour influer sur les lois. Pas du tout. Dites-moi, comment je peux comprendre quelqu'un qui vit, qui travaille, qui a le droit de pouvoir dire ce qu'il veut dans sa commune, n'a pas le droit de choisir son premier administrateur? Non. La question n'est pas à moi d'apporter réponse. Je vous interpelle pour que les téléspectateurs puissent réfléchir sur ce point que je viens de dire. Donc aujourd'hui, que ce dernier qui paie ses impôts puisqu'il a une carte de résidence, qui veut dire qu'il a la porte de pouvoir demander une naturalisation, donc il peut être français, puisse aussi agir. Je ne dis pas celui qui a une carte de séjour d'1 an, 2 ans ou 3 ans. Je dis quelqu'un qui a une carte de résident. Ça veut dire que pendant 10 ans, il est habilité à travailler même dans l'administration française. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'il décide de pouvoir choisir son maire et de participer au débat public. Souvent, ces personnes ont des enfants qui sont français. Et on arrive toujours au grand débat du grand remplacement. Il nous reste environ une petite dizaine de minutes. Je voudrais qu'on vienne sur un autre point qui intéresse énormément, que ce soit les Français ou les non-Français, bref, les résidents du territoire français, dom-tom ou hexagone, si je puis dire ainsi, c'est le pouvoir d'achat. Quelles sont les mesures que vous proposez pour l'améliorer? Tous les candidats ont évidemment leurs recettes. Tout à fait. Mais je suis curieux de connaître votre potage à vous. Ça serait un potage que vous allez bien apprécier. Allons-y. Déjà, regardez, on a des accords qu'on n'a pas signés. Si je prends déjà, je vais commencer par les dom-tom. Parce que c'est un territoire qui m'est cher au cœur du fait que cette population est toujours stigmatisée, toujours prise à partie et qu'on n'écoute pas. Quand on a eu la crise du chloroquine, où on n'a même pas pu déclarer en temps opportun que ce produit les tuait. Mais regardez comment on peut comprendre que là-bas aux Antilles, ils sont juste à côté de l'Amérique du Sud, du Brésil. Ils peuvent utiliser tout ce qui est produit venant de ces pays pour pouvoir les consommer sur le territoire, je dirais, des Antilles. Mais on dit non, il faut que les produits viennent de la métropole. Ça arrive, c'est plus cher. Et eux, ils doivent le payer et consommer cela. Je trouve ça démagogue. C'est plutôt mettre un traité en place puisque nous, on utilise bien les produits européens. Les produits qui sont sur le continent européen. Pourquoi eux, on ne leur permet pas d'utiliser ces produits qui sont là-bas? Comment on ne peut pas leur permettre d'avoir de l'eau et de vivre décemment? Autant on peut dessaliner l'eau de mer pour eux. Je trouve ça vraiment indécent. Il y aura plein de points, mais je ne vais pas développer ce soir là-dessus, disons aujourd'hui là-dessus. On revient maintenant en métropole. 42 à 68% des produits dans les supermarchés, les hypermarchés, voire certains commerces, sont mis à la poubelle. Un tiers est souvent donné aux associations caritatives. Il faut préciser à la poubelle une fois la date de péremption commerciale arrivée. La DLC, parfois, la fameuse DLC. Cette date ne signifie pas que le produit est avarié. Tout à fait, parce que pour rigoler, il y a des DLC qui sont souvent sur des bouteilles de vin, pourtant le vin se bonifie avec le temps. Souvent sur, je dirais, du fromage. Souvent, on a ça sur du miel. Oui, moi j'apportais précision pour le téléspectateur. Tout à fait, mais c'est ça, je continue à un peu expliquer. Donc je ne comprends pas qu'on puisse mettre ça à la poubelle. Moi, je dis simplement, vu que tous ces commerces ont souvent des aides de l'État, je demanderai à ce que ces produits soient mis à la disposition, je dis bien à la disposition, des cantines scolaires, des cantines de l'armée et de la police, des cantines des EHPAD et aussi des cantines des centres pénitentiaires. Parce que ceux qui sont dans les centres pénitentiaires ne seront plus enfermés juste pour être enfermés. Ils auront le droit de travailler pour rembourser la société. Il y aura aussi des travaux d'intérêt généraux pour pouvoir permettre de rembourser aussi la société. Si je reviens encore à tout ce que je vais mettre en place, je voudrais aussi le droit de succession. Si on n'atteint pas le plafond de 2 millions d'euros au niveau numéraire, on ne paye aucune taxe là-dessus. Si c'est un bien fixe immobilier, on ne paye pas lorsque le bien fixe est en dessous de 1,5 million. Ça, c'est aussi de réduire le pouvoir d'achat.
Comme je l'ai parlé, le transport en commun gratuit, c'est réduire aussi le pouvoir d'achat. Permettre à ce que tout citoyen puisse participer à l'œuvre, je dirais, étatique, à travers des actions, des décisions, pour dire quels sont les pôles qui sont utiles et fiables pour ne pas dépenser l'argent de l'État, fera de l'économie à l'État, donc automatiquement une répercussion sur le pouvoir d'achat. Et est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur l'écologie, parce que c'est aussi une des thématiques à la mode en ce moment? Ah oui, elle est vraiment à la mode, comme si l'écologie appartenait à un seul groupe de population. L'écologie, c'est tout le monde. J'ai parlé de transport en commun gratuit. Moi, je vais favoriser encore les centrales nucléaires en renforçant et en améliorant les capacités de ces centrales avec des nouvelles générations. Je vais permettre à ce qu'on puisse apprendre dès le bas âge aux enfants à utiliser tout produit organique, à replanter ce qui peut être replanté comme les tomates. Je ne comprends pas qu'on peut prendre tout ça en mettant à la poubelle. Permettre à ce qu'on puisse avoir des potagers individuels. Je vais permettre à Encore ce que... faut-il avoir l'espace. Mais il y a toujours de l'espace. Aujourd'hui, on peut acheter des petits pots, des petits trucs pour pouvoir le faire. On peut avoir des jardins partagés. Donc vous voyez, il y a tout. On peut même être en collaboration avec des fermes, on va dire urbaines, même des fermes de périphérie qui attendent souvent à faire connaître le milieu rural à la jeunesse. Ça, c'était ça qui existait avant. Avant, je ne comprenais pas comment on pouvait avoir la journée d'environnement où les enfants, une fois par semaine, partaient dans la nature pour découvrir. On ne le fait plus. Ça, c'est ramener l'éducation. Quand je parle d'écologie, je parle d'écologie aussi en faisant des économies dans l'utilisation des produits, en évitant de pouvoir subventionner à coût de millions des industries polluantes. Ça, c'est aussi participer à l'écologie quand on va remettre. Quand on demandera aussi maintenant de ne plus acheter des sapins coupés et ensuite, après les fêtes de Noël, on les met à la benne. Non, on va plutôt demander à ce qu'on prenne des plantes directement et après Noël, on les replante. C'est ça aussi participer à l'écologie. Ah, mais c'est de toute façon, dans tous les cas, recyclé. On en fait des copeaux et s'orienter dans différentes autres utilisations. Il nous reste 5 minutes. Je vais revenir sur la francophonie comme je l'avais promis tout à l'heure. Vous avez dit que pour vous, ce n'était uniquement que deux pans. Un sportif, l'autre, notamment avec les jeux, l'autre culturel. Tout à fait. Et que vous vouliez quelque part, même si ce n'est pas que du domaine de la France, ça concerne tous les États membres et il faudrait aussi les convaincre de revoir à peu près l'arborescence, la structure, les objets même de la francophonie. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que je propose? Vous comprenez, comme vous l'avez si bien résumé mon propos, au début, on a le côté culturel, on a le côté sportif, on a le Commonwealth qui fait plus que tout ça. Pourquoi nous, en tant que francophones, francophiles, on ne met pas en place... C'est le pendentif anglais, hein, pour ceux qui se demandent ce que c'est le Commonwealth. Ouais. Pourquoi nous ne mettons pas en place, à la fois dans cette francophonie, le côté politique, le côté juridique, le côté économique? Si on met le côté culturel, économique, politique et toutes ces structures, on renforce la francophonie d'un poids qui permet de pouvoir être compétitif dans le monde et de résoudre des problèmes. Certains pourront vous dire que il y a l'ONU d'un côté, il y a, si on veut parler des organes... Non, mais l'ONU ne va pas... Oui, mais l'ONU la CEDEAO, l'UMOA, l'UE... Oui, mais ça, je l'ai dit, c'est un côté régional. Moi, je parle de la francophonie. Il y a plusieurs pays qui vont dans la francophonie. Il y a même des pays qui ne parlent pas le français, mais qui aiment la francophonie, qui défendent la francophonie. Oui, la Bulgarie, on a même la Bulgarie, la Lettonie, tous ceux-là qui défendent la francophonie, la Roumanie. Donc tous ces pays peuvent participer. Si on met sur le plan, comme je dis, juridique et autres, ça fait qu'on pourra à la fois défendre mais il y a les entreprises. Et l'Union européenne elle-même a des accords avec l'Union africaine. Comprenez, l'Union européenne... Pour ne citer que ces deux institutions, attention, il y en a d'autres. Je comprends, mais je vous dis encore une fois, c'est local. L'Union européenne, c'est l'Europe. L'Union africaine, c'est l'Afrique. Mais la francophonie va au-delà des parties. Au-delà des continents, plutôt, je l'aurais dit. À la fois sur le continent africain, océanique, à la fois sur le continent sud-américain, à la fois en Europe,
à la fois en Asie. Grosso modo, remettre tout à plat et Tout à actualiser puisque nous sommes en 2022 et ne plus Tout à être fait. avec la charte de la création. Et merci monsieur Merci à vous. Stéphane Totui d'être Merci. venu nous voir. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission, même chaîne, peut-être toujours en focus, non sans remercier Muriel Mazet qui est à la technique et bien sûr toutes les personnes qui contribuent à la réussite de cette émission à Londres, à Paris, à Bruxelles. Merci à vous. Sans vous, on ne tiendrait pas et naturellement au Cameroun. Je rends l'antenne. Merci. Au revoir.